Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 14. Résumé de la situation. Kiliam, l'ancien guerrier vidial rejeté par sa femme après la mort de leur fils dans un duel d'honneur, a été témoin des exactions commises par le clan Kriagos envers son peuple et a décidé de fomenter une rébellion. Après avoir pillé une caravane transportant les impôts du clan, il a envoyé plusieurs hommes fidèles à sa cause en territoire Goeth pour acheter de quoi armer une troupe. Malgré ses efforts, Adania n'a pas pu rassembler assez de forces pour arrêter l'avancée Kriagos en territoire Mineros. Lors de la bataille de Zigur, plusieurs erreurs stratégiques auraient offert la victoire à ses ennemis, sans l'arrivée in extremis du roi Almus et des Fianna qui ont renversé le cours de l'affrontement. Suite à ce combat, Almus a retrouvé la confiance de son armée et sa légitimité de roi Mineros, alors que Vodiar, qui a participé à la bataille aux côtés des Fianna, refuse toujours de reprendre sa place de prince et de champion du clan. 12e jour du mois du Sorbier, village de Zigur, territoire Mineros. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis que la ville avait failli être prise par les Kriagos. Le champ de bataille était à moins d'1 kilomètre des murs. Tous les habitants avaient assisté à ce qu'il s'y était passé. Les deux armées s'élançant l'une contre l'autre, les Kriagos prenant l'avantage et une bannière inconnue arrivée du sud venant faire pencher la balance. Il avait suffi de 250 Fianna pour changer l'issue de la bataille. Almus, en grand héros, reprit tout naturellement sa place de roi. La ville manquait de vivres. Il avait renvoyé certains des guerriers qu'il avait reçus en renfort chez eux, accompagnés de messagers exigeant l'envoi de vivres. Car si l'avancée des Kriagos en territoire Mineros était bel et bien enrayée, la guerre était loin d'être finie. Le corps de Kolgar n'avait pas été retrouvé sur le champ de bataille, et il n'était pas le genre d'homme à s'arrêter sur une défaite. Il allait forcément attaquer à nouveau. De plus, Rorik était toujours aux mains de l'ennemi, et cela, Almus refusait de l'accepter. Il comptait bien reprendre la ville avant la fin. Les Fianna étaient toujours là. Ils avaient rempli largement leur part de leur contrat et attendaient toujours que le roi Mineros les paye. Ce dernier avait envoyé une caravane jusqu'à la capitale récupérer le paiement, mais en 3 jours, cette dernière n'avait pas pu faire l'aller-retour. La défaite d'Adania lui avait offert une belle leçon d'humilité. Elle qui avait effleuré son rêve de devenir reine en avait soudain perdu le goût. Faire couler le sang de ses ennemis était une chose délicieuse, mais lorsque c'était le sang de nos alliés qui coulait avec parce qu'on avait donné de mauvais ordres, c'était autre chose. Sur cela, elle ressemblait à Vodiar. Elle comprenait à présent pourquoi il refusait d'un jour devenir roi, et pourquoi, sous la pression de Almus, il avait fini par quitter le clan. Elle et lui ne s'étaient pas vraiment parlé depuis la victoire. Ils avaient à peu près toujours été rivaux. Il était le champion du clan, et elle enviait sa place. Il se battait pour des idéaux de justice et n'aimait pas les méthodes violentes de la femme. Aujourd'hui, il était Fianna et elle était championne. Qu'avait-il donc besoin de se dire? Rien, et cela les accommodait tous les deux. Les journées étaient longues pour lui. Un guerrier dans un clan avait un toit à entretenir, une femme devait aller au marché et maintenir l'ordre de la ville souvent calme. Un Fianna faisait partie de l'élite. Il n'avait pas de temps à perdre avec le marché ni de travaux simples à réaliser. Il devait s'entraîner dur chaque jour. Voilà quelle était sa vie aujourd'hui. Transpirer du lever au coucher du soleil, à frapper et à prendre des coups pour devenir meilleur, à apprendre les techniques et les stratégies, les formations et les tactiques propres à l'ordre. Comment fallait-il se placer par rapport à ses alliés? Quelle était la formation à prendre en cas d'embuscade? Si l'on était plus nombreux que l'adversaire? Et si l'on était moins nombreux que l'adversaire? Et si on était plus de 50? Si on était moins de 50, mais tout de même en surnombre? En plaine, dans les bois, en cas d'attaque de cavalerie par l'arrière, chaque Fianna devait être un érudit de l'art de la guerre. Rien, absolument rien n'était laissé au hasard. Chaque homme savait exactement quoi faire et comment se placer et était prêt à n'importe quel cas de figure. Et à l'entraînement, la moindre erreur n'était pas tolérée. Portez votre bouclier un peu trop haut ou un peu trop bas et vous preniez des coups de bâton sous les ordres d'Assar. Et une fois la nuit tombée, ceux qui vous frappaient vous prenaient dans leurs bras. Vous buviez avec celui qui vous avait rossé 1 heure plus tôt, tout en riant et en chantant. Et si la vie de Fianna était plus rude que tout ce que Vodiar avait pu imaginer, il était littéralement amoureux de la camaraderie sans égale qu'il avait découverte au sein de l'ordre. Ce soir-là faisait partie de ces soirées qu'il aimait tant. Dans une taverne de Zigur, les chants sanglants et paillards des Fianna animaient la nuit pour en faire une véritable fête. Vodiar aimait sa vie, même si elle était dure. Il y a 3 jours, son groupe s'était battu pour sauver des femmes et des enfants et empêcher Kolgar de s'emparer de l'entièreté du Nord. Bien sûr, les Mineros ne voyaient pas les choses de cet œil. Pour eux, les Fianna n'étaient que des mercenaires surentraînés.
Ils s'étaient battus à leur côté parce qu'ils étaient payés, rien de plus. Et Vaudiard savait qu'il y avait du vrai là-dedans. Ta gueule était la chose qu'il avait entendue le plus souvent depuis qu'il était Fiann. Il fallait s'entraîner et obéir. Finalement, dans le fond, cette armée ressemblait à n'importe quelle autre. Ils s'étaient battus ici. Ce n'était pas pour satisfaire la cupidité d'un roi, mais pour empêcher les Kriagos de ravager le nord. Mais au fond, cette bataille avait ressemblé à toutes les autres. Des cris, du métal et du sang. Elle n'avait pas été plus épique ou plus noble, juste des hommes qui meurent. Mais il fallait que cela soit fait. C'était ça, être un guerrier. Toujours faire son devoir. Rien de noble, rien de légendaire. Pas de héros, juste des hommes qui se battent dans la crasse. Mais qui ne cessent pas. Même si cette vie était pitoyable et douloureuse. Même si nos amis mouraient sous nos yeux. Même si on entendait les pleurs de la veuve de l'homme que l'on avait tué. Un guerrier ne cessait jamais et continuait de faire son devoir. Juste parce que quelqu'un doit faire ce qui doit être fait. Les Fianna étaient comme n'importe quels autres guerriers. Ils riaient fort et grassement, étaient fiers des têtes qu'ils avaient coupées et parlaient plus de l'or qu'ils gagnaient que de l'honneur ou de la justice. Vaudiard était assis avec plusieurs de ses compagnons, riant une bière à la main. Il observait Drake. Il s'était passé tellement de temps depuis leur rencontre. Il l'avait détesté dès le départ. Comme à son habitude, l'homme pénis, comme Vaudiard le surnommait, était en train de coller une serveuse. Celle-ci lui avait déjà dit non la veille, mais le guerrier continuait son jeu. Elle s'éloigna, prétextant avoir du travail. Il colla sa main aux fesses de la femme, elle lui colla la sienne en plein visage, claquant tel un fouet qui trouva écho dans les rires gras des Fianna. Drake, éméché par la boisson, rit de bon cœur. Derry, assis à la même table que Vaudiard, l'interpella. « Drake, quel coureur! Laisse un peu ces pauvres serveuses tranquilles !» Mais le guerrier s'approcha, un large sourire éthylique sur son visage. « C'est pas de ma faute si j'aime tant les serveuses !» répondit le colosse en s'asseyant avec celui qui se moquait de lui. « En plus, celle-ci est encore plus belle que les autres et j'y peux rien, dès que je la vois j'ai envie de me branler. » Reliana était une guerrière chevronnée, assise à la même table. Comme Vaudiard, elle supportait peu les manières qu'avait Drake envers la gente féminine. « Si tu lui parlais à elle comme tu parles d'elle, tu prendrais encore une tarte, dit-elle. » Drake soupira et répondit d'un ton nonchalant. « Bah, c'est toi la tarte. » On entendit un choc sous la table et Drake sursauta, affichant une expression de douleur. Reliana venait de lui donner un coup de pied. Un nouveau rire retentit. Vaudiard ne put s'empêcher de profiter de l'occasion pour provoquer l'homme pénis. « Je crois qu'un soir de plus ton pantalon restera bien fermé. » Mais Drake se défendit. « En parlant de fermer, tu devrais fermer ta gueule, je la trouve bien grande. »« Assez grande pour t'arracher la tête avec mes dents, » répondit le prince, agressif. « Mais pas assez pour y mettre ma grosse verge, » reprit Drake d'un ton grandiloquent. « Pour y penser aussi vite, tu dois pas l'avoir mise où que ce soit depuis un bout de temps. » Drake ne répondit pas, se contentant de lancer un regard menaçant à Vaudiard qu'il soutenait. À la table, personne n'intervint. Les joutes verbales que se livraient les deux hommes étaient devenues un spectacle pour les Fianna. Certains même pariaient dessus. Soudainement, Drake éclata de rire et frappa amicalement l'épaule de Vaudiard. « Cette fois, on dirait bien que c'est toi qui m'as eu. Allez, je t'offre à boire. Où est passée cette serveuse mieux lochée qu'une génisse ?» Vaudiard ne comprenait pas. Jusque-là, il avait toujours tenté d'avoir le dernier mot dans ses innombrables rapports de force avec Drake. Il n'avait jamais eu conscience que pour tout le monde, tout cela n'était qu'un jeu, y compris pour son adversaire. Drake. Quel curieux personnage. Combattant émérite, une mentalité phallique obéissant uniquement à ses hormones, incapable de la moindre réflexion, persuadé d'être l'homme le plus fort et le mieux membré du monde, un bagarreur qu'il avait menacé lors de leur première rencontre, un homme dominateur qui cherchait à obtenir ce qu'il voulait par la violence, et également un boute-en-train qui faisait rire ses compagnons, un dragueur invétéré tellement habitué au non qu'il ne reculait jamais, et un homme à la mentalité si infantile qu'il prenait les affronts de Vaudiard comme un jeu. « Mais de quel clan tu viens ?» demanda le prince qui soudainement voulait mieux comprendre ce personnage. « Le clan Rognac, pourquoi ?» répondit l'autre. Rognac, sans conteste le clan le plus riche des terres de l'Arc. On disait qu'ils avaient trouvé plus de mines d'or sur leur capitale que toute la chaîne de l'Arc pourrait emporter. Des marchands qui achetaient et vendaient avec bénéfice et qui avaient sur plusieurs générations voué leur vie au profit et au gain. Ils avaient accumulé tant de richesses que même les plus belliqueux des clans de guerriers n'osaient s'attaquer à eux, tant ils pourraient vite acheter la moitié des mercenaires du pays. Pas un seul clan, depuis l'arrivée des premiers hommes sur les terres de l'Arc, n'avait jamais dû s'endetter auprès d'eux. « J'aurais jamais imaginé que t'étais à Rognac, avoua le prince. J'imaginais que tu serais plutôt à Glarg ou à Kriagos. Et pourquoi ? Ben, les Rognacs sont censés être pacifiques et toi, t'es un guerrier. » « Pacifique ?» s'étonna Drake.
Plus exactement, ils engagent les mercenaires plutôt que de faire eux-mêmes la guerre. Ce sont surtout les marchands, ils investissent et récupèrent le profit. Mais pourquoi ça t'étonne? J'ai juste un peu de mal à imaginer qu'un guerrier comme toi, qui a agi sans soucier de la justice, ait été élevé par des marchands et des intellectuels. La justice? La justice! La rage se marquait à présent sur le visage du Fian. Je vais t'expliquer ce qu'est la justice chez les Rognacs. Tu as de l'or, tu as raison. Tu n'en as pas, tu ne mets d'aucune utilité, donc tu as tort. Tout se joue chez eux par des luttes de pouvoir, des poignards dans le dos, des arnaques, des trahisons. Tu n'arrêtes pas de dire que le fort ne doit pas opprimer le faible, et tu oses dire que les Rognacs connaissent la justice? Ce qu'ils font est pire que d'opprimer les faibles comme les guerriers. Ils n'ont pas d'honneur. Un guerrier qui opprime un faible, au moins, l'attaque de face, l'épée à la main. Les Rognacs gagnent leur pouvoir en se manipulant les uns les autres pour l'or et le profit. Me parle pas de leur putain de justice. Ma famille a été spoliée de tout ce qu'elle avait. Et lorsqu'elle a voulu plaider notre cause devant le roi, il n'a rien fait parce que nous n'avions pas de quoi soudoyer qui que ce soit. Voilà ce que c'est la justice. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur les routes, que j'ai appris à me battre pour gagner mon pain et nourrir ceux que j'aimais. Car je vais t'apprendre à toi qui parles de justice ce que c'est. La justice, c'est ton poing fermé sur la gueule de celui qui t'insulte. Pas le poing d'un roi, d'un garde, d'une bonne âme qui veut t'aider. Non, le tien. Personne t'aidera dans ce monde à part toi-même. Tu veux la justice? Ne la demande pas. Prends-la. Vaudiard n'en croyait pas ses oreilles. Il leva la chope en direction de Drake. Avec tout mon respect, en tant que prince, en tant que Fian et en tant qu'homme, je bois à chacune de tes paroles, Drake. Et toute la table fit de même. Gig reprit la parole. Et à la justice que nous allons offrir aux Kriagos, nos poings fermés sur leurs visages. Ils burent tous ensemble. Vaudiard repensa à ce que Gig avait dit lorsqu'ils étaient à la capitale Zodas, qu'un jour, il finirait par apprécier Drake. Ce jour était peut-être bien arrivé. Une voix puissante ordonna soudainement le silence et l'obtint immédiatement. C'était Assar, le chef du groupe, qui venait d'entrer dans la taverne. « Je dois vous parler à tous, dit-il. Je reviens d'une réunion avec Almus, le roi des Mineros. Kolgar et le reste de son armée sont partis pour Rorik. Almus veut récupérer cette ville et est prêt à nous payer pour la reprendre. Mais on n'est pas assez nombreux. Les Mineros ont dû renvoyer beaucoup d'hommes dans leur foyer par manque de vivres, et Kolgar reste puissant dans les murs de Rorik. Nous devons donc leur faire sortir, et pour ça, nous allons avoir besoin d'un moyen de pression. Drake se leva. « Mon pied sur ses couilles, c'est bien comme pression, non ?» Un rire éclata dans la salle. « Assis, Drake !» ordonna Assar, qui se fit immédiatement obéir. Nous savons que le village d'Ediar a envoyé de gros renforts à Kolgar, laissant la ville sans défense. Almus veut que nous partions attaquer Ediar pour forcer les Kriagos à diviser leurs forces et qu'ils puissent reprendre Rorik. La bataille sera simple, nous n'aurons face à nous que des femmes et des enfants et nous serons repartis avant que Kolgar et ses troupes n'arrivent. Nous partons demain. Les Fianna applaudirent sous le regard incrédule de Vaudiard qui se leva pour prendre la parole. « Vous plaisantez? Des femmes et des enfants ?» s'offusqua-t-il. « Vous voulez accepter d'être payé pour tuer des femmes et des enfants ?»« Bah oui, répondit Assar. C'est la guerre et nous devons la gagner. »« Par ce moyen ? Par n'importe quel moyen. Et si ça te dérange, sache que ton opinion n'est de toute façon pas prise en compte. Nous partirons demain à l'aube. » Et sans attendre de réponse, il fit volte-face et quitta la taverne. Une heure s'était écoulée depuis qu'Assar avait donné son ordre de marche. Vaudiard, rageur, était monté à sa chambre et n'en était pas ressorti. Il marchait de long en large, poings et dents serrés, pestant contre ses désillusions. Les Fianna, des héros, des braves à l'honneur inégalé qui protégeaient les victimes des injustices. Comment défendre des veuves et des orphelins lorsqu'Assar donnait l'ordre de les tuer et que les Fianna par appât du gain acceptaient? Où étaient passées ces règles d'honneur? Lorsqu'il était devenu Fian, n'avait-il pas dit les mots ne soient pas rudes aux gens de peu? Et qu'en était-il de ceux-ci? N'abandonne pas ton maître pour argent ni or, n'abandonne pas qui tu as promis de défendre. Ensuite, il devait massacrer des innocents pour de l'or? Il frappa du poing dans un mur, s'écorchant légèrement. La rage qu'il ressentait était indescriptible. Il était du clan Mineros, ceux qui disaient que l'honneur était le meilleur chemin. Où était passé l'honneur qu'on lui avait inculqué toute son enfance? Lorsque des clans se faisaient la guerre pour des terres ou de l'or, quand des rois ordonnaient à des braves gens d'aller mourir pour leur conquête, l'honneur n'était décidément pas de ce monde. Seul comptait l'or et la satisfaction. Les gens n'agissaient que dans leur intérêt propre, sans jamais se soucier de la justice ou du bien commun. Il avait grandi parmi le clan réputé le plus honorable, mais n'avait trouvé que barbarie et tuerie. Il était parti pour trouver des Fianna, les plus dignes et les plus justes des guerriers.
Il avait tout misé sur eux, abandonné sa famille et son clan, persuadé qu'il trouverait en eux les fameux guerriers courageux et bons auxquels il rêvait. Il avait tant cru à tout cela, que quelque part sur ces foutues terres de l'Arc, des hommes voyaient les choses comme lui, dans des idées de sacrifice et de justice. Mais au final, ces Fianna étaient pires encore que tous ceux qu'il avait autrefois rencontrés. Il y avait trouvé des amis et une nouvelle famille. Mais comment pouvait-il aujourd'hui voyager avec des gens qui applaudissaient à l'idée de massacrer des enfants pour l'or? Il quitta la pièce et claqua la porte pour se diriger droit vers le chêne abattu, seconde auberge de la ville, où Assar avait élu domicile. Le vieux guerrier fut réveillé au beau milieu de la nuit par quelqu'un qui tambourinait à sa porte. Il quitta sa couche en jurant et se saisit d'un poignard avant d'ouvrir pour découvrir le visage de Vodiar, qui s'élança sans introduction. « Je quitte l'ordre. » La rage d'Assar s'effaça pour faire place à la stupéfaction. « Comment ça, tu quittes l'ordre ?»« Les Fianna, expliqua-t-il. Je peux pas participer au massacre que vous projetez à Ediar. Ma place n'est pas parmi vous à tuer des femmes et des enfants. Elle serait plutôt face à vous pour les défendre. » Mais ce massacre va vous faire gagner la guerre et sauver des innocents. Le peuple d'Ediar est innocent. Mais tu as prêté serment, s'emporta Assar. Souviens-toi, consens-tu à devenir Fiann, à vivre selon nos règles et nos lois, à obéir à tes supérieurs, à vivre pour l'ordre et à un jour mourir pour lui? Tu as dit y consentir, ton honneur te force à rester des nôtres. L'honneur n'existe pas, c'est ce que tu m'as appris, claqua Vodiar. Le chef Fiann serra les dents, puis se radoucit, comprenant que le prince ne changerait pas d'avis. Il se plaça sur le côté pour laisser place à Vodiar et l'invita à entrer. Le mineur s'exécuta et Assar le fit s'asseoir, après quoi il se saisit d'un parchemin, sortit une plume et de l'encre de l'un de ses bagages et se mit à écrire. Sans relever la tête, il s'adressa à Vodiar. « Tu te souviens de notre première rencontre? Je t'avais demandé sur quoi nous allions te juger. Je t'ai dit que nous allions juger ta façon de te battre, mais aussi qui tu étais en tant qu'homme. Je l'ai fait, et tu as raison lorsque tu dis que ta place n'est pas dans l'ordre des Fianna. » Vodiar écoutait sans dire mot, cherchant à comprendre où le vieil homme voulait en venir. Lorsqu'il eut terminé son écriture, Assar roula le parchemin et le tendit à Vodiar. « Tu vas te rendre à la capitale d'Elians. Là-bas, tu rencontreras un homme nommé Elgur. Donne-lui ce parchemin et tu pourras quitter l'ordre. C'est une mission que je te donne, et ensuite tu seras libre. Je dirai au reste de l'ordre que tu es porté disparu, probablement mort dans ton voyage, et personne ne t'empêchera de vivre ta vie ou te forcera à suivre le serment que tu nous as fait. » Vodiar prit le parchemin. « Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais le faire? Pourquoi je partirai pas maintenant et disparaître sans donner ça à Elgur? Parce que tu dis que je t'ai prouvé que l'honneur n'existait pas. Et toi, tu veux me prouver que l'honneur existe. » Vodiar se leva et Assar lui ouvrit la porte. « Nous ne nous reverrons jamais, salua le prince en sortant. »« Alors adieu, répondit le chef Fiann en fermant. Et Vodiar retourna à sa chambre. Au matin, il partirait sans saluer ses compagnons ni son père qui avait ordonné le massacre. « 13e jour du mois du Sorbier, capitale Tuat. Kolda était seule chez elle. Cela allait bientôt faire un mois que son époux était parti. Elle ne s'était pas encore habituée à la solitude. Moins d'un an était passé depuis que leur fils était mort, et son deuil était loin d'être fait. Quand Kiliam était là, il était saoul la plupart du temps et il se disputait sans cesse. Mais au moins, il était là. Il y avait cette présence d'un autre être humain dans sa maison. Aujourd'hui, Kolda n'avait plus ni homme, ni fils. Plusieurs prétendants avaient frappé à sa porte après le départ de Kiliam, mais elle préférait rester seule. Une femme devait pouvoir se débrouiller sans l'aide d'un homme, et elle tenait à prouver au clan qu'elle n'avait pas besoin d'autrui pour s'en sortir. C'était difficile, mais sa fierté l'y aidait. Un jour, lorsqu'elle aurait été réhabituée à vivre seule, alors elle se chercherait un nouvel homme pour fonder une famille. Elle voulait s'infliger cette solitude, car c'était le seul moyen pour s'assurer que l'homme qu'elle choisirait, elle le prendrait parce qu'elle voulait être avec lui, et pas pour éviter d'être seule. Elle entendit 3 coups sur sa porte. Elle laissa derrière elle le repas qu'elle était en train de préparer et alla ouvrir. C'était un homme plutôt grand et sale, mais bien vêtu. Des vêtements finement cousus, certainement chers, qui dénotaient avec son apparence crasseuse de coureur des bois. « Vous êtes Kolda du clan Tuat » demanda l'inconnu. « Qui me demande » répondit la femme un peu méfiante.
Je m'appelle Héron. Je suis marchand. Je voyage sur les terres de l'Arc pour vendre des statuettes de bois de héros célèbres que je sculpte moi-même. Ça ne m'intéresse pas, répondit-elle froidement. C'est bien dommage, mais sachez que je ne vous rends pas visite pour ça. Il y a une semaine, je suis passé par le village de Vidial, sur le territoire Kriagos. Un homme que j'y ai rencontré m'a demandé si je passais par votre capitale, et comme j'ai répondu que j'y comptais, il m'a payé pour vous livrer un message. L'homme sortit de sa besace un petit parchemin roulé et le tendit à la femme qui refusa de le prendre. « Ce n'est pas la peine, je ne sais pas lire, répondit-elle. Il n'y a que les druides, les rois et les marchands qui savent lire. » L'autre lui sourit. « Eh bien, vous avez de la chance, car je suis marchand, justement, donc je peux le lire pour vous. » Golda se demandait ce que pouvait contenir ce si mystérieux message. Elle ne connaissait personne qui sache écrire et qui pourrait lui envoyer un message depuis un autre clan. Elle n'hésita pas et accepta. L'autre déroula le parchemin, s'éclaircit la gorge et commença sa lecture. « Golda, je sais que nous ne nous reverrons jamais, mais depuis mon départ j'ai énormément réfléchi et compris certaines choses qu'il me faut te dire absolument. Par respect pour toi, mais aussi pour soulager ma conscience, je te dois des excuses. Lorsque je t'ai rencontré, nous n'étions que deux jeunes ingénus, à peine assez âgés pour penser pouvoir contrôler nos vies. Nous nous sommes mariés, et plus tard tu m'as donné un toit alors que je n'en avais plus. Tu m'as offert ton amour et la chaleur d'un foyer, mais aussi les joies d'être père. Je pense chaque jour qui passe, à toi et à Hagen, et je me demande souvent ce que moi je vous ai offert en retour. Et chaque fois que la réponse me parvient, elle me glace le sang, la douleur. Je t'ai donné un époux distant et alcoolique, et à Hagen, un père absent, et finalement la mort. Oui, je suis responsable de la mort de notre fils. J'aurais dû m'interposer, parler au druide pour qu'il annule le duel, défier moi-même Grect pour mourir à sa place, comme le ferait n'importe quel homme. J'ai laissé mourir mon unique fils sans rien faire pour le sauver. Quel genre de père ferait cela? Je te dois des excuses pour le mal que je t'ai causé. Tout ce qui t'est arrivé est de ma faute, et je sais que jamais tu ne me le pardonneras. Car je ne mérite aucun pardon. Je tenais juste à ce que tu saches que je ne suis plus cet homme-là. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis plus d'une semaine. C'est peu, mais c'est un début, et je sais que je ne me saoulerai plus jamais. Je suis rentré à Vidial, et ma vie est ici. Je peux faire quelque chose de bien ici. Des gens comptent sur moi, et je peux changer les choses. Voilà, à présent je te dis adieu. J'espère que tu continueras ta vie avec quelqu'un qui t'offrira une famille, et que mes excuses te soulageront un peu. Kiliam. Le marchand pensait comprendre le sens de la lettre. C'était explicite. Il avait été touché par ces mots et visiblement, celle à qui ils étaient destinés était touchée elle aussi. Son visage était fermé et rouge, et des larmes étaient montées à ses yeux. « Si vous voulez, proposa-t-il, je dois repasser par Vidial dans un mois. Je peux porter une réponse à cet homme, je le ferai gratuitement. »« Faites donc, répondit-elle. Si vous revoyez cet homme, enfoncez-lui votre pied dans les couilles, et faites-le si fort que jamais plus il ne puisse fonder une famille pour ensuite l'abandonner. » Elle referma la porte, laissant le marchand seul et penaud, et reprit sa tâche comme si rien ne l'avait dérangé. Le visiteur fit volte-face et retourna à l'auberge où l'attendait un repos bien mérité après son voyage. « Quand je le reverrai, je lui dirai qu'elle lui a pardonné, » pensa-t-il. 15e jour du mois du Sorbier, village de Vidial, territoire Kriagos. Arder, Nulg et Irgid avançaient vers la grande porte de la ville. Comme Kiliam le leur avait demandé, ils étaient partis vers le sud avec l'or de Kriagos. Évitant les sentiers et ne pouvant s'arrêter à la chaleur d'une auberge, ce voyage, bien que court, fut des plus pénibles. La nouvelle de leur embuscade devait s'être vite répandue, et nul doute que les Kriagos allaient traquer les voleurs, et s'ils les trouvaient, leur faire payer bien plus que ce qu'ils avaient volé. Heureusement, cela n'arriva pas. Ils ne croisèrent pas âme qui vive, ni à l'aller, ni au retour. Il fallait dire qu'ils avaient été prudents, et étaient restés aussi éloignés des villes que possible, et avec la rudesse de l'hiver, peu de gens s'aventuraient encore hors de leur foyer. La mission était quasiment un succès. Il ne restait plus qu'à entrer dans la ville et à porter la livraison à Hectare à la bonne bedaine, ce qui n'était pas la partie la moins risquée. La porte était gardée par des guerriers Kriagos. S'ils comprenaient ce qu'ils transportaient dans la charrette, cela signifiait leur mort à tous les trois. Mais avant ça, la torture pour leur faire dire qui avait rejoint leur rébellion. Plus la ville approchait, plus grandissait en eux l'excitation d'enfin pouvoir prendre les armes, mais aussi la peur d'être découvert. « Laissez-moi parler, » ordonna Nulg. « Yarn fait partie des gardes, je le connais bien. »« Tu connais bien des Kriagos, toi »
reprocha Harder. Tu vas souvent boire le thé avec nos ennemis? Fermez vos gueules, réprimanda Irgid. Les deux obéirent. La charrette arriva à la porte et s'arrêta lorsque Yarn le leur demanda. La mystérieuse marchandise était recouverte d'un grand drap de tissu, ce que la garde trouva, à juste titre d'ailleurs, il fallait bien l'avouer, fort suspect. Nulg, depuis quand tu possèdes une charrette? Ça fait bien 3 ou 4 saisons, répondit-il. Nous venons pour la vendre, êtes-vous preneur? Ajouta Harder. Je vais plutôt voir ce qu'il y a dedans, menaça Yarn en s'approchant. Nulg plongea dans sa besace. Il coinça plusieurs pièces d'or entre ses doigts et ressortit sa main pour la passer doucement, ouverte à la verticale, devant le visage du garde afin qu'il voie l'argent. Il est inutile de contrôler notre charrette. Yarn sourit. Et il est inutile de contrôler votre charrette. Il tendit la main et Nulg y pose alors. Ce n'est pas la cargaison que vous recherchez, tout va bien, on peut s'en aller. Et Yarn répéta, afin que ses compagnons entendent. Ce n'est pas la cargaison que nous recherchons, tout va bien, vous pouvez vous en aller. Après quoi le garde céda le passage et leur fit signe d'avancer. Circulez, allez, circulez! Et le trio reprit la route, pénétrant la capitale. Ce qui est étonnant, c'est qu'il nous a laissé passer et je nous voyais déjà criblés de flèches, avoua Irgid. L'argent, expliqua Nulg. Grâce à la force de l'argent, on arrive à influencer les esprits faibles. C'est bien, reprit Harder. Maintenant, amenons tout ça à la bonne bedaine. Irgid va prévenir Kiliam. Je suis certain qu'il est impatient. Le jeune homme acquiesça et descendit de la charrette en marche pour se mettre en route. Kiliam entra en trompe dans la taverne, vide comme à son habitude. Il jeta un rapide coup d'œil alentour afin de s'assurer de l'absence de couleur Kriagos et avança sur Hector qui souriait face à l'impatience de son ami. « Où sont-elles » demanda-t-il. Le patron de l'auberge rit gentiment. « On a tout descendu à la cave, Nulg et Harder t'y attendre. Il tenait à te présenter ça en personne. » Et sans attendre, celui qui avait tout organisé plongea sur la porte qui menait à l'escalier et dévala les marches, suivi par Irgid. Il arriva dans la salle dans laquelle l'attendaient ceux qui avaient mené à bien la mission, avec 4 coffres massifs fermés. Kiliam, un large sourire aux lèvres, sauta dans leur direction et les prit dans ses bras, chacun leur tour. « Je dois avouer que j'avais peur de ne jamais vous revoir. Devenu riche, vous auriez très bien pu disparaître. »« Eh, c'est vrai, la force de l'argent qui corrompt les gens, » plaisanta Harder sans que Kiliam comprenne. « Je te l'ai dit, Nulg, ça ne fonctionne que sur les esprits faibles. » Les Kriagos sont à Vidial parce qu'ils sont payés pour, reprit Irgid. Nous sommes nés ici et nous aimons cette ville. Ils se battent pour l'argent et nous nous battons pour quelque chose qui a plus de valeur que tout l'or qu'on pourrait nous promettre. C'est la différence entre un mercenaire et un guerrier. Kiliam leur sourit à tous. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Nous nous battons pour la liberté, tout ça. Voilà, maintenant ouvrez-moi ces putains de coffres, s'impatienta-t-il. Rigolards, ils dévoilèrent à leur chef le fruit de leur labeur, ouvrant les contenants, mais aussi retirant des draps au mur que Kiliam n'avait jusqu'alors même pas remarqué. Ce dernier écarquilla les yeux et sentit des larmes y monter. Épée affûtée, lance acérée, casque, cotte de maille, bouclier renforcé, plastron de cuir durci, jambière, arc, flèche, poignard. « Nous avons dépensé tout ce que nous avons trouvé, » expliqua Nulg. « Nous n'avons pas pu nous permettre d'attendre le travail des forgerons, alors nous avons dû nous débrouiller pour n'acheter que des pièces déjà prêtes. Par chance, un marchand feu divin nous a aidés. Mais tout nous a coûté beaucoup plus cher que prévu. Nous n'avons là que de quoi armer une vingtaine d'hommes convenablement, et 30 qui seront mal équipés. C'est un bon début pour notre cause. Nous serons bientôt prêts pour l'affrontement. »« Comment ça, bientôt ?» s'écria Kiliam. « 50 guerriers, c'est pas assez pour lutter contre la garnison de Vidial, » expliqua Harder. « Je suis navré de te l'apprendre, Kiliam. Je sais à quel point tu espérais que nous puissions nous soulever vite, mais les dieux semblent vouloir que nous attendions encore. » « Tu comprends pas, » répondit le chef. « Les dieux ont béni notre cause. Le roi Kolgar est en guerre avec les Mineros. Ils ont engagé les Fianna et ont arrêté les Kriagos à Zigur. Mais Kolgar veut pas en rester là et il a envoyé des messagers dans plusieurs villes pour exiger l'envoi de renforts. Pas plus tard qu'hier, Draxar a envoyé une véritable armée rejoindre le roi. La ville n'est presque plus gardée. C'est notre chance. On va profiter de la faiblesse de notre ennemi et le frapper. »« Mais t'as raison, » répondit Nulg, rêveur. « Cette guerre... c'est le destin qui nous sourit. Nous avons vraiment de la chance. »« C'est vrai, » reprit Kiliam. « Une véritable chance. Alors saisissons-la » Le trio acquiesça et le chef ordonna que l'attaque se fasse le soir même.
Que la rumeur court, trop bas pour être entendue par les gardes, qu'un à un les guerriers Vidial passent s'armer en secret, et que le soleil se couche pour la dernière fois sur la capitale Vidial alors qu'elle arborait honteusement la bannière rouge et noire. Au matin, les murs de la ville seraient à nouveau colorés de brun et d'or. Le seul rouge qui resterait serait celui du sang de leurs oppresseurs. Fin de la partie 14.